sécuritaire et institutionnel est passé par là. Le pays n'est plus cette destination prisée. Conséquence, un marasme total dans le secteur. Pour en parler, l'interview de la semaine reçoit la présidente de l'association malienne des agences de voyage et de tourisme, Madame Cissé Fatimata Kouyaté. Merci Madame d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, dites-nous comment se porte aujourd'hui la destination Mali. La destination Mali aujourd'hui se porte très très mal. On parle de destination en réalité quand nous avons les bases pour un tourisme. Les bases pour le tourisme, c'est d'abord le potentiel, les infrastructures et les acteurs. Aujourd'hui, il y a les bases. Le Mali a toujours son potentiel. Il y a toujours les acteurs, mais malheureusement, il y a des acteurs, des partenaires externes qui sont les prescripteurs pour cette activité-là, ceux-là qui nous apportent les touristes, qui ne sont plus au rendez-vous. Et c'est la conséquence directe de ce que nous vivons aujourd'hui, l'insécurité généralisée du Mali. Comment est-ce que cela se traduit en termes de chiffres de fréquentation? D'abord, ça s'explique par la désertion totale de la destination par les touristes. Donc, s'il n'y a pas de touristes, il va sans dire qu'il n'y a pas de chiffre d'affaires. Et quand il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas d'activité. Et je voudrais dire au passage que cela concerne surtout une seule activité de notre secteur d'activité global. Nous, agences de voyage, nous avons 3 secteurs d'activité. Nous avons le tourisme réceptif, comme nous le disons. Nous avons la billetterie et nous avons le pèlerinage. Et puisque nous parlons du tourisme, aujourd'hui, il n'y a pas d'activité touristique. En termes de chiffres? En termes de chiffres, il n'y a pas de chiffres. Les touristes ont tout simplement déserté la destination? Il n'y a plus de fréquentation touristique. Et ça, je le dis au passage, ça a commencé depuis 2008. Les touristes ont commencé à déserter la destination Mali. Donc, puisqu'il n'y a plus de touristes, il n'y a plus de rentrée d'argent. Comment est-ce que vous vivez cette situation? Les entreprises donc, que vous représentez vivent cette situation? Les entreprises sont dans un marasme total, comme j'ai eu à le dire. Beaucoup d'entreprises ont fermé. Il y en a qui parlent de reconversion. Les 2 autres secteurs d'activité sont également touchés par cette situation-là, mais à des degrés différents. Pour le tourisme, c'est complètement arrêté. Pour la billetterie, il y a d'autres problèmes qui ne sont pas liés directement à l'insécurité, mais indirectement. Parce que quand il y a insécurité, il y a un marasme, il y a, si vous voulez, les gens font du surplace. Les gens voyagent très peu, et ceux qui vendent les billets d'avion n'ont plus de clients, ou très peu de clients, ce qui ne suffit pas pour créer du chiffre, entretenir une entreprise, payer des employés, et avoir un cash flow important pour exister en tant qu'entreprise, tout simplement. Est-ce que vous avez évalué aujourd'hui l'ampleur de l'impact de cette crise sur les entreprises en question? Bon, il n'y a pas eu à proprement parler d'évaluation qui puisse permettre de donner des chiffres fiables. Mais nous nous fions surtout à l'état généralisé de ces entreprises-là. Si je dis état généralisé, nous savons aujourd'hui que si je peux le dire ainsi, pratiquement toutes les entreprises qui font du tourisme réceptif ont fermé. Les agences de voyage qui font la billetterie sont encore ouvertes et avec comme problème un chiffre d'affaires très très bas parce que les gens bougent très peu. Ceux qui font le pèlerinage, comme j'ai eu à le dire, les pèlerins, si vous voulez, le Nord fournit plus de 40% des pèlerins. Et aujourd'hui, avec la partition de fête, le pays est dans la situation où les gens du Nord ne savent pas comment faire pour intégrer la structure, l'organisation même du pèlerinage. Et c'est pour cette raison même que nous avons eu à faire des petites missions dans la sous-région pour voir un peu comment capter cette clientèle déplacée d'abord et comment faire en sorte qu'on puisse prendre en charge la clientèle désireuse d'aller au pèlerinage. Donc, ces 3 secteurs d'activité qui sont les nôtres sont pratiquement au ralenti, sinon arrêtés. Et comment est-ce que vous gérez ce que cela peut avoir comme conséquences sociales au sein même de vos entreprises? La gestion n'incombe pas totalement d'abord à notre association, encore moins aux entreprises individuellement prises. Ce qu'on a fait, depuis qu'il y a eu les premières alertes, depuis 2008,
quand il y a eu ces problèmes de Ombori et après la prise d'otage à Tombouctou, nous avons approché notre département de tutelle, auquel nous avons expliqué qu'il faut que les entreprises soient assistées par l'État. Et pour cette assistance-là, nous avions reçu de l'État de nous accompagner auprès de nos fournisseurs. Les principaux fournisseurs, que ce soit pour les agences de voyage que pour les hôteliers, c'est surtout EDM, c'est également les impôts, c'est l'INPS. Donc toutes ces démarches, nous avons eu à les effectuer avec notre administration. Mais malheureusement, la démarche n'a pas pu aller plus loin parce qu'entre-temps, il y a eu ce changement dû au coup d'État. Donc, le problème n'a pas pu être géré. Et il y a eu une aggravation due à la situation qui s'est empirée par rapport à la sécurité. Et dans ce cas, comme la sécurité n'existant pas, nous sommes dans la situation où les entreprises pratiquement ne tournent pas. Le personnel est soit au chômage technique, soit est dans la situation de rechercher une reconversion. Nous sommes dans ce cas de figure aujourd'hui avec l'activité touristique. Et vous avez sans doute fait appel à l'État, comme vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'aujourd'hui l'État fait pour vous, pour les agences et pour les professionnels du secteur? Pour le moment, l'État ne nous a pas fait appel. L'État, nous avons entendu des déclarations de l'État parce que nous avons quand même un ministère de tutelle. Donc, nous avons entendu des déclarations, mais il n'y a pas eu de concertation entre le département et les agences de voyage, sinon le secteur privé du tourisme. Parce que c'est à la suite de concertations qu'on aurait dû arrêter, si vous voulez, des démarches allant dans le sens de la prise en charge de ces structures, de ces entreprises qui ont nécessairement besoin de l'assistance, de l'appui de l'État pour au moins se maintenir, sinon survivre en attendant la reprise de l'activité touristique au Mali. Qu'est-ce qui a le plus joué sur l'activité, la crise institutionnelle ou la crise sécuritaire? La crise sécuritaire d'abord. C'est elle qui est plus importante pour nous. Parce que nous travaillons beaucoup avec l'extérieur en ce qui concerne le tourisme. Le tourisme réceptif dépend totalement de nos prescripteurs. Comme je le dis, nos prescripteurs, c'est les tours opérateurs. C'est les tours opérateurs qui, si vous voulez, rassemblent les touristes et qui nous les confient, nous, agences réceptives au Mali, et pour que nous leur faisons visiter notre pays. Donc, si vous voulez, s'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de touristes. Et s'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas d'activité touristique. Ça, on peut le dire ainsi. Mais par rapport au pèlerinage, par exemple, cette année, c'est une année test pour nous. Nous allons voir comment les choses vont se présenter. Il n'y a que des a priori pour le moment, mais nous attendons, comme c'est dans 2 mois, Inch'Allah, on va aller pour l'activité, pour le pèlerinage. Mais déjà, l'amorce est là, mais il y a des anticipations à faire. Voir comment cette clientèle du Nord pourra intégrer ou alors avoir les moyens, parce que le pèlerinage aussi, c'est une question de pouvoir d'achat. Généralement, les gens du Nord, que ce soit les gens du Nord ou même les gens du Sud, une très grande partie des pèlerins ont leur pécule qui leur parviennent de l'extérieur. Espérons que cela ne va pas s'arrêter. Espérons que le fait que les pèlerins soient déplacés au Nord ne joue pas sur l'organisation même du pèlerinage et sur les pèlerins, le nombre de pèlerins qui sont prêts à aller cette année pour remplir cette obligation religieuse au niveau des entreprises touristiques. La crise du tourisme au Mali, est-ce qu'elle a des répercussions au niveau sous-régional? Bon, la crise malienne n'a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup d'incidence. Mais il faut le dire, nous avions anticipé en essayant de faire des circuits interétants avec nos collègues de la sous-région. Un circuit qui partirait du Burkina, qui viendrait au Mali, la Côte d'Ivoire et qui ressortirait par le Sénégal, faisait que chaque opérateur impliqué dans ces circuits interétats avait sa quote-part d'intérêt. Comme je vous l'ai dit, les agences de voyage spécialisées dans les circuits interétats, même quand il y avait un problème en Côte d'Ivoire par exemple, ce qu'on faisait, on mettait, si vous voulez, de côté la partie Côte d'Ivoire, on continuait avec le reste. Le Mali est concerné aujourd'hui. Est-ce que nous pourrons faire la même chose? Moi, je ne le sais pas trop, mais dans le cadre des circuits interétats, certaines agences de voyage ont quand même continué, comme ils sont les points focaux de leur tour opérateur, ils ont quand même continué à un peu travailler avec les autres pays de la sous-région.
Mais la crise, réellement, elle joue plutôt sur les entreprises touristiques maliennes que sur les entreprises de la sous-région. Parlons un peu de l'offre touristique malienne en dépit de la volonté maintes fois exprimée. On a l'impression que le reste du Mali touristique n'a jamais réussi à décoller en dehors du triangle Tombouctou-Guinée, pays Dogon. Pourquoi? Bon, ça c'est une question de politique touristique. Quand vous voulez faire du tourisme, il faudra voir ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que vous voulez faire? Nous, au Mali, qu'est-ce que nous voulons faire? Quel genre de tourisme voulons-vous faire? Avec quels moyens voulons-nous faire ce tourisme-là? Le Mali a eu, si vous voulez, un envol avec la CAN 2002, quand il y a eu création de certaines unités hôtelières au Mali. C'était, si vous voulez, une forme de redécollage du tourisme. Donc, quand il y a des hôtels, il y a des opérateurs, il y a la promotion, il y a la volonté de faire du tourisme une activité importante pour un pays, ben on y arrive. Mais le problème qui se pose pour nous, c'est que depuis ce départ-là, il n'y a pas eu un plan directeur ou une autre forme de plan qui a été suivi au gré des différents ministères qui ont eu en charge cette activité-là. Donc, chacun venait avec, si vous voulez, sa touche personnelle à mettre sur l'activité. Donc, aujourd'hui, le Mali est dans la situation où nous n'avons que, comme vous l'avez dit, ces 3 sites traditionnels. Comment faire aujourd'hui pour diversifier l'activité touristique? Je pense que ça va être une question très compliquée compte tenu de tout ce que nous savons aujourd'hui. Mais, je le dis et je le redis encore, ce n'est pas parce que le tourisme est à l'arrêt qu'il faut oublier le tourisme. Parce que, Inch'Allah, cette activité repartira. Il faut que nous nous mettions ensemble, secteur privé, administration, pour nous apprêter pour le jour où le tourisme va repartir. C'est en ce moment-là que nous allons savoir que le temps que nous avons passé pour nous mettre ensemble et trouver la solution pour le futur sera utile ou non pour nous. Mais une bonne politique de diversification aurait peut-être contribué à amortir le choc aujourd'hui si le reste du Mali touristique attirait. Comme je vous l'ai dit, on n'a pas eu cette politique-là. Nous n'avons pas eu cette démarche-là parce que nous nous sommes contentés du triangle, comme on le dit. Les autres dans une moindre mesure. Le Mandé, dans une moindre mesure. Bon, les autres sites aussi, comme je vous l'ai dit, il aurait fallu que nous nous mettions ensemble pour tracer un plan directeur de développement touristique. Ça n'a pas été le cas. Donc ça va être très difficile, surtout en ces temps d'insécurité, en ces temps où la majeure partie des prescripteurs ont tourné le dos au Mali, de nous dire que nous pouvons faire une diversification touristique. Ça m'étonnerait beaucoup. Vous avez dit, vous croyez que le secteur, il va se relever? Il va se relever comment? Il va se relever, parce que nous n'allons quand même pas, ce n'est pas notre vœu. Notre vœu, c'est qu'il y ait la paix dans ce pays-là. C'est que les choses redeviennent comme on les connaissait. C'est notre vœu que le Mali retrouve sa paix, sa sérénité, sa cohésion, pour que nous puissions entreprendre de repartir sur cette activité très bénéfique. Le tourisme, si vous ne le savez pas, est la première activité génératrice de revenus. Est la première activité employeuse d'activité et d'emploi. Donc, nous sommes obligés d'aller dans le sens de voir le tourisme renaître de ses cendres à la faveur de la sécurité que nous souhaitons retrouver bientôt. Il se dit que c'est le 3e produit d'exportation du Mali après l'or, le coton. Mais qu'est-ce que vous voyez comme plan de relance du secteur? Il l'était. Il l'était. Donc aujourd'hui, pour relancer le tourisme, il faut nécessairement la sécurité. Il n'y a pas de tourisme sans sécurité. Il n'y a pas de tourisme sans paix. Il n'y a pas de tourisme sans développement. Donc, nous avons besoin que la paix revienne, qu'il y ait cette cohésion, que nous puissions en ce moment nous asseoir et trouver la meilleure voie de sortie de crise et la meilleure voie de redémarrage de cette activité très bénéfique pour tous ceux-là qui travaillent, ce beau monde qui travaille dans le tourisme. Même en cas de libération immédiate du Nord Mali, les touristiques qui ont été détruits, cela va peut-être nécessiter du temps pour remettre tout ça en place? Bon, en fait, cela dépend. Ça dépend de la politique que nous voulons employer. Moi, j'ai l'habitude de dire que le Mali a besoin de quelque chose et vers lequel nous ne sommes jamais allés. C'est que
nous nous en tenons à dire oui, il y avait le Tata de Sikasso, il y avait le palais de El Hadji Omar à Bandiagara, mais pourquoi ne pas faire une reconstitution de tous ces sites-là? Le Mali gagnerait plus à faire de la reconstitution qu'à montrer seulement. Parce que Tombouctou, par exemple, qui est aujourd'hui pratiquement dans cette situation, Tombouctou n'a gardé que ses vestiges. Mais nous ne sommes jamais allés vers la reconstitution de ce qui a été Tombouctou avant. Et moi, je l'ai toujours prôné. Je pense que le gouvernement devra retenir cela, qu'en plus de montrer le potentiel très riche du Mali, il faudra que le Mali aille dans le cadre de son développement touristique, dans la reconstitution des sites, dans l'animation de ces sites touristiques. Quand je suis partie à Bandiagara, quand j'ai vu le palais de la Joma, je me suis dit, pourquoi ne pas refaire le palais? Pourquoi ne pas animer ce palais pour montrer aux touristes? Parce que l'innovation, l'initiative et même, si vous voulez, la création d'idées, la création d'initiatives fait partie de l'activité touristique. Et vous, professionnels du secteur, vous organisez en vue de la relance, qu'est-ce que vous faites? En attendant, comme je vous l'ai dit, il faudra trouver la meilleure voie, que l'État nous aide. Que l'État nous aide à survivre. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Pour le moment, les entreprises doivent survivre. Vous avez vu, en Europe, quand ça ne va pas, quand un secteur d'activité est sinistré, c'est l'État qui vient au secours avec des subventions. L'État tire à bras le corps ces secteurs en attendant leur reprise. Nous demandons à notre État de nous aider à survivre jusqu'à la reprise de l'activité touristique. Parlons des autres activités que vous menez. Vous avez parlé de l'activité pèlerinage avec la crise au nord. Vous attendez cette année à une mauvaise campagne? Par rapport au pèlerinage, comme je vous l'ai dit, nous ne pouvons pas nous prononcer. Il n'y a même pas d'anticipation. La seule anticipation, comme je vous l'ai dit, c'était de prendre contact avec nos partenaires dans les différents pays de la sous-région et voir comment nous pouvons nous organiser avec eux pour démultiplier un peu nos sources de candidats pour le pèlerinage. Le Nord étant dans cette situation, comment faire pour que, par exemple, les pèlerins qui veulent de Tombouctou ou bien de Gao migrent vers les pays d'à côté pour qu'on puisse les prendre en charge en collaboration avec nos collègues de ces pays. C'est ce qu'on est en train de faire, par exemple, pour le pèlerinage. Pour le moment, moi, je pense qu'il faut garder espoir. Il faut surtout garder espoir. Pour la billetterie, c'est tout un autre problème. Parce que la billetterie, je vous l'ai dit, il y a un ralentissement général des affaires. Et c'est les affaires qui font voyager les gens. Comme il n'y a pas d'affaires, les gens voyagent très peu. Et nous sommes coincés dans un système qu'on appelle le BSP, avec IATA. IATA, si vous voulez, c'est cette association des compagnies aériennes avec lesquelles nous sommes régis par le système du BSP. Donc, ils sont en train d'aller vers une voie que moi, je ne trouve pas vraiment bénéfique pour nous. Parce qu'avant, les agences de voyage vendaient les billets pour les compagnies aériennes moyennant une commission. La commission de 9% est aujourd'hui à 0%. C'est ce qu'on appelle la commission zéro. Et c'est ce qu'on appelle le NME. Le NME, ça veut dire le nouveau modèle économique. Donc aujourd'hui, les agences de voyage vendent les billets d'avion pour les compagnies aériennes sans commission. À charge pour nous maintenant de constituer des frais de dossier. Et ces frais de dossier, mais si vous voulez, on se réunit, on doit les uniformiser pour que le client ne se dise pas donc je vais aller avec X ou Y parce que ça va mieux ou c'est moins cher chez X ou chez Y. Ça aussi, c'est un challenge pour nous, pour notre association, uniformiser, faire en sorte que le client ou même nous, agents de voyage, ne soyons victimes de cette situation créée par, si vous voulez, nos partenaires qui sont IATA ou le BSP. On espère donc le bout du tunnel pour très bientôt. En tout cas, merci Madame Cissé d'avoir accepté de nous éclairer sur la situation. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de l'interview de la semaine. En attendant, passez d'excellents moments en notre compagnie.